Excellent dimanche à vous tous. Bienvenue dans ce quart d'heure d'information. Le Premier ministre Patrick Achi est depuis ce vendredi à Tunis, où il prend part à la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD. Ce samedi, pour la cérémonie d'ouverture, il a porté à l'Assemblée plénière le message du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. La conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique a ouvert ses portes ce samedi à Tunis. La Côte d'Ivoire qui prend part en tête de délégation le Premier ministre Patrick Achi, représentant le chef de l'État. Un rendez-vous dont la Côte d'Ivoire attend beaucoup. Nous venons de faire le groupe consultatif pour le plan national de développement. Le Japon y était. Ils attendaient justement cette occasion pour déployer leur stratégie, ou présenter leur stratégie en direction de l'Afrique. C'est fait. Les annonces sont connues. 30 milliards sur 3 ans, 30 milliards de dollars pour l'Afrique. Nous avons noté toutes leurs dispositions à accompagner le plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Pour la cérémonie officielle d'ouverture au Palais des Congrès conduite par le président tunisien Kais Saïd, le message est unique. L'Afrique veut saisir au creux des crises du moment sa pleine souveraineté. Un message soutenu par le président de l'Union africaine, Macky Sall invite le secteur privé à plus d'implication. Il nous faut adapter notre collaboration aux réalités de notre temps pour donner plein sens aux thématiques principales de la présente TICAD. Il s'agit de tirer donc parti de cette crise pour gagner en souveraineté à tous les niveaux, en passant par la préservation de la paix, la sécurité et la stabilité, la souveraineté alimentaire par la modernisation de l'agriculture, sa chaîne agricole et aquacole, le développement et l'accélération de son industrialisation et la transformation de ses matières premières pour une meilleure intégration dans la chaîne des valeurs mondiales et le développement de l'innovation et les PME. Le Japon, à travers la JICA, nous assiste dans tous ces secteurs. Nous réussirons ce défi si nous savons mener la transformation structurelle de nos économies en exploitant l'immense potentiel de la ZLECA. Paix et sécurité, développement de l'industrie, promotion de l'agriculture, amélioration de la gouvernance des secteurs de la santé ou des médias, autant de sujets qui seront explorés le long de cette TICAD 8. Et en marge de ce rendez-vous international, le Premier ministre Patrick Achi a eu plusieurs rencontres, notamment avec le Premier ministre tunisien et le ministre japonais des Affaires étrangères, Alexis Ouedraogo. En marge des sessions plénières de la TICAD 8, le Premier ministre, à ses côtés, plusieurs membres du gouvernement portent de nombreux dossiers de développement, au nombre desquels ceux portant sur les infrastructures. La Côte d'Ivoire travaille énormément avec le Japon en matière d'infrastructures. Vous voyez le pont, l'échangeur qui a été fait au niveau de Solibra, qui s'appelle l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. On a fait la première phase qui a coûté autour de 25 milliards, qui est un don du gouvernement japonais. La deuxième phase est en cours, à peu près de 25 milliards. Donc c'est un projet qui fait environ 50 milliards. Sur le Mitterrand, aujourd'hui vous voyez tous les problèmes de congestion que nous avons à Abidjan. Donc le Japon a décidé, après les autres TICAD, d'accompagner la Côte d'Ivoire pour construire 3 importants échangeurs. Un à l'école de police, un autre au niveau de la Riviera 3 et un autre au niveau de la Palmeraie. Les travaux vont commencer en 2023. Le pays compte aller plus loin en renforçant cette coopération dynamique. Nous avons eu cette chance d'être le pays qui a été choisi par le ministre des Affaires étrangères du Japon, qui représente le Premier ministre japonais qui n'a pas pu venir. Nous avons été donc honorés d'être reçus pour déjeuner avec eux ce jour d'ouverture afin d'échanger avec nous sur les questions liées à nos partenariats bilatéraux. Ça a été donc un déjeuner extrêmement enrichissant qui a traité de tous les sujets qui vont aussi bien des sujets de diplomatie, des sujets de sécurité, des sujets de relations économiques bilatérales. Et nous sommes très heureux en tout cas de ces échanges-là et qui, nous l'espérons, donneront des résultats extrêmement fructueux. Autre rendez-vous important, celui avec le Premier ministre tunisien. Moi je regrette véritablement, et c'est ce que j'ai dit à Monsieur le Premier ministre, d'avoir raté 2 rendez-vous à Abidjan cette année. Nous attendons la prochaine réunion de la commission mixte tuniso-ivoirienne qui ne s'est pas réunie depuis 2016. Et là, nous avons beaucoup d'attentes, beaucoup de projets qui vont du sanitaire au textile. Vous voyez, on a des sujets passionnants, tout azimut, en passant par l'enseignement supérieur, par les entreprises, l'industrie.
l'industrie pharmaceutique. C'était un rendez-vous, une réunion extrêmement passionnante et je suis sûre que nous allons faire de très belles choses les prochaines semaines. Prochaine semaine. Voilà. L'occasion pour Patrick Hachi de saluer au nom du chef de l'État l'excellence des relations entre les deux pays. Autre volet de l'actualité, inauguration d'un nouvel établissement financier pour accroître l'offre de crédit pour les PME. Eh bien, le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a saisi l'occasion pour appeler l'écosystème financier à un appui plus fort aux petites et moyennes entreprises. Lanciné Bakayoko nous en parle. Malgré le rôle moteur des PME dans l'économie nationale, l'accès au marché financier reste très limité. Ces PME rencontrent des difficultés à se faire financer auprès des banques commerciales, dont les motifs les plus récurrents sont l'exercice dans l'informel, la faiblesse de la capacité managériale des dirigeants, l'insuffisance des fonds propres et l'absence de garantie. Face à toutes ces contraintes, le crédit bail s'avère être un avantage important pour les entreprises qui recourent à ce moyen de financement alternatif. Les avantages pour nos entreprises résident dans l'absence d'apport personnel, la non-altération du niveau d'endettement et la déduction d'impôts sur le bénéfice des loyers. À cela s'ajoute la possibilité de négocier pour chaque élément constitutif du contrat de crédit bail, les escomptes d'effets, les cautions et les garanties de paiement. Il y a aussi l'affacturage qui permet d'optimiser la trésorerie en réduisant l'impact des délais de paiement. Tous ces instruments financiers innovants proposés par le président de la Chambre de commerce et d'industrie épousent parfaitement la dynamique du nouvel établissement financier et davantage la politique du gouvernement en matière de développement du secteur privé. L'objectif est de consolider le rôle de ce secteur comme principal levier d'une croissance économique forte, soutenue et pourvoyeuse d'emplois. Cela n'est possible qu'avec une forte contribution du secteur financier, notamment en ce qui concerne l'appui aux PME, qui, je le rappelle, occupe une place importante dans l'économie nationale. Selon les prévisions de la stratégie nationale d'inclusion financière, le taux de cette contribution du monde du crédit au financement du secteur privé devrait tourner autour de 60% à l'horizon 2024. La commission de l'UEMOA a organisé à Yamoussoukro, capitale politique du pays, une réunion du comité technique mixte de suivi des projets d'aménagement de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Les défis liés au transport sur les corridors Abidjan-Ouagadougou et Abidjan-Bamako étaient également au cœur de la réunion. Kader Sogodogo. L'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, 1300 km, plus de 2500 milliards de francs CFA. Un outil d'intégration majeur entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le comité technique mixte de suivi du projet est en conclave à Yamoussoukro. Il s'agit de faire le point des actions menées pour l'avancée du projet. Côté burkinabé, entre phase d'études et début des travaux, l'optimisme demeure. À notre niveau, nous sommes au stade où nous avons fini totalement les études techniques. C'est validé aussi bien pour le tronçon Ouagadougou-Bobo-Dioulasso que pour le tronçon Bobo-Dioulasso, frontière de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de faire les recherches de financement pour financer les travaux. Côté ivoirien, les travaux ont été lancés le 2 octobre 2017. L'axe Yamoussoukro-Tiébissou n'attend que sa mise en service. Tiébissou-Bouaké est en cours de finition. Les choses avancent sûrement. La Côte d'Ivoire a normalement 600 km de route à réaliser de manière globale. Nous avons réalisé en ce jour 230 km à Abidjan-Yamoussoukro. Et maintenant de Yamoussoukro à Tiébissou, nous avons terminé, mais ce n'est pas encore mis en service. Le projet est chapeauté par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Nous voulons vraiment saluer quand même l'État de Côte d'Ivoire pour les efforts fournis dans la mobilisation des financements sur ces projets qui sont très importants parce qu'au niveau de la commission de l'UEMOA, ce que nous visons, c'est d'avoir l'interconnexion des différentes capitales à travers des infrastructures qui permettent de rendre plus fluides les transports, plus fluides les communications
et ça nous permettra ainsi de renforcer l'intégration entre les populations, ce qui est le vœu le plus cher de la Commission de l'UEMOA. Cette rencontre en terre ivoirienne a également abordé la facilitation du transport sur les corridors Abidjan-Ouagadougou et Abidjan-Bamako. Des recommandations ont été faites pour une fluidité routière entre ces États. Des directives existent déjà dans ce sens. On se rappelle, une parturiente a perdu la vie au CHR de Daloa. C'était le jeudi 18 août dernier. Le ministère de la Santé a dépêché une équipe pour faire la lumière sur les circonstances de ce décès. Les résultats de l'enquête sont tombés. Dans une déclaration lue ce samedi par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, vous allez l'entendre, le ministère annonce la suspension du gynécologue obstétricien en service ce soir du 18 août. Konaté Moussa. Une parturiente perd la vie au centre hospitalier régional de Daloa. Damiao Aya Solange, une institutrice âgée de 37 ans, a été admise à la maternité du CHR le jeudi 18 août à 22h. La patiente a rendu l'âme le lendemain à 6h du matin. Elle présentait, selon les sages-femmes de garde, une hauteur utérine excessive avec un antécédent de césarienne en 2018. Les sages-femmes ont immédiatement appelé Dr Doua Jonas, gynécologue obstétricien de garde, qui, après examen, a confirmé le diagnostic de hauteur utérine excessive avec une hauteur utérine à 40 cm chez une parturiente en début de phase active du travail et porteuse d'un utérus cicatriciel. À cela s'ajoute l'absence du gynécologue obstétricien au moment du décès. Les rapports du ministère de la Santé donnent la conclusion suivante. Une hauteur utérine excessive sur un utérus cicatriciel est une indication absolue de césarienne. Le médecin gynécologue de garde, qui a pourtant bel et bien posé le diagnostic de hauteur utérine excessive sur un utérus cicatriciel, en ne posant pas l'indication d'une césarienne, malgré la suggestion insistante des sages-femmes, a commis une faute professionnelle. Le médecin gynécologue, qui a en outre déserté l'hôpital, n'a pas respecté le programme de garde qui l'obligeait à passer la nuit au CHR. Au total, il s'agit d'un décès maternel évitable de trop après les cas récents, notamment celui de Bingerville. Un décès maternel de trop. Le ministère de la Santé prend des mesures. 1. Suspension immédiate de Dr Doua Jonas de ses activités professionnelles. 2. Instruction est donnée au directeur des ressources humaines du ministère à l'effet de prendre toutes les mesures pour traduire Dr Doua Jonas en conseil de discipline. 3. Saisine du Conseil national de l'ordre des médecins en vue de l'instruction du dossier. 4. Saisine de la Société de gynéco-obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi, à l'effet de procéder à la sensibilisation de ses membres, à l'amélioration de leur comportement et à la prise de conscience de leurs responsabilités. Le ministère en charge de la Santé annonce l'approfondissement de l'enquête pour situer les responsabilités administratives. Également, la prise d'une circulaire instituant des administrateurs de garde dans tous les hôpitaux afin de s'assurer de la présence effective des agents et le respect des gardes médicalisés. Dans le reste de l'actualité présidentielle au Kenya, William Ruto a été déclaré vainqueur par le président de la commission électorale, mais le camp de Raila Odinga affirme que l'élection a été entachée d'irrégularités. Il a d'ailleurs immédiatement rejeté les résultats et a déposé un recours devant la Cour suprême lundi pour les contester. Les différentes parties prenantes avaient jusqu'à ce samedi pour soumettre leurs réponses à ce recours et les déclarations sous serment ont été nombreuses. Et puis aux États-Unis, les gestionnaires d'un oléoduc ont plaidé coupables pour pollution. Ils vont devoir payer 13 millions de dollars, soit environ plus de 8 milliards de francs CFA pour une marée noire survenue en octobre 2021 au large de la Californie. Point final, excellente journée à toutes et à tous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.